Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Yorodia, politologue, ancien ministre. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Les 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, la démocratie, la cohabitation Diomaye Sonko, la cohabitation entre l'exécutif et la majorité parlementaire, les législatives en France et la probable victoire de l'extrême droite, la diplomatie sénégalaise et plusieurs autres sujets. Yorodia face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Oui, les 100 premiers jours de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal. Peut-on évaluer un chef d'État au bout seulement de 3 mois et quelques jours? Oui et non, c'est la réponse de Diomaye Faye à la question: doit-il présider le Conseil supérieur de la magistrature? Les conclusions des assises de la justice ont été remises jeudi à celui qui les avait commandités, qui a tué Fulbert Sambou et Didier Badji. L'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a relancé la polémique. Bonjour Yorodia. Bonjour Babacar. Ancien ministre chargé de la communication de la présidence de la République sous Macky Sall, politologue, diplômé de Sciences Po Paris, docteur en sciences politiques, et du CESTI UCAD Dakar et de l'école primaire de Thiaroye-sur-Mer. Vous y tenez. Pourquoi vous ne signez pas, puisque vous travaillez avec Macky Sall, pourquoi vous ne signez pas APR dans vos nombreux textes ces derniers jours sur la marche du pays, sur la gouvernance Diomaye Sonko? Mais je ne signe pas APR parce que je ne suis pas membre de l'APR. Puis j'assume ma signature. Ma signature, c'est celle d'un républicain qui défend la République, qui défend la démocratie. Et puis j'étais parti rejoindre Macky Sall après les événements de mars 2021 parce que moi je suis un militant de l'État et j'avais vu que l'État était à terre. Donc je suis parti en complément d'effectifs pour aider l'État du Sénégal à lutter contre l'insurrection. Et maintenant, l'insurrection avait été vaincue, des membres de l'insurrection menés en prison et puis par la loi d'amnistie. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Après que la leçon ait été retenue, les partisans de l'insurrection ont retrouvé le chemin normal, le droit chemin de la démocratie légale. On est parti aux élections, ils vont gagner démocratiquement. Mais c'est ça aujourd'hui ma signature. C'est la signature d'un républicain qui se bat pour défendre la République et nous devons tout à la République. Toi comme moi, comme on dit en sciences politiques, la République est le système qui abolit le hasard de la naissance pour le remplacer par le mérite. Macky Sall est fils de paysan et on n'a pas encore un président né à Dakar. C'est ça la République. Donc je me bats pour défendre la République du Sénégal qui m'a tout donné. Et ce tandem, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, un tandem à qui vous n'avez pas accordé de grâce après sa victoire, justement, à cette présidentielle du 24 mars. Pourquoi ? Mais parce que je suis au service de la République, au service de la démocratie. Mon premier article, c'était d'attirer l'attention du président de la République que sur le temps ne chôme pas. Quand il a annoncé les assises pour redorer le blason de la justice, j'avais estimé que je me devais de prendre la parole pour rappeler un certain nombre de choses. Je disais au président de la République, le Sénégal n'avait pas un problème de justice, le Sénégal n'avait pas un problème d'État, le Sénégal n'avait pas un problème d'institution. La seule urgence du Sénégal, c'était l'économie. Quand un pays comme le Sénégal peut convoquer un collège électoral le 6 mars et faire des élections incontestables le 24 mars, quand un pays comme le Sénégal, d'ailleurs le seul au monde comme je le dis, peut élire quelqu'un le 24 mars et l'installer comme président de la République le 1er avril d'une semaine, ce pays n'a pas un problème d'institution. La seule urgence du Sénégal, c'est la question économique. Et je voulais attirer l'attention du président qu'il ne devait pas tomber dans le piège des rentiers de la tension. Et malheureusement, il est déjà tombé dans le piège des rentiers de la tension. Quand on voit les conclusions des assises de la justice, après les assises de la justice, ils vont lui demander de faire les assises du code électoral. Et puis ces rentiers de la tension là, ils vont proposer un certain nombre d'institutions, une inflation institutionnelle pour qu'on puisse les cadrer. J'estimais que c'était mon devoir de dire au président de la République qu'il ne devait pas tomber dans le piège des rentiers de la tension. Et j'avais dit que les assises de la justice étaient une perte de temps. Et aujourd'hui, ça se confirme pour 2 raisons. Monsieur le Premier Ousmane Sonko, sur le parvis du Grand Théâtre, a dit que le ministre de la Justice lui envoie des documents pour lui demander la conduite à tenir. Donc ça sert à quoi de la justice quand le Premier ministre lui-même reconnaît que la justice est écrite sous la dictée de l'exécutif. Regardez les conclusions des assises de la justice. C'est pourquoi j'ai dans ma thèse je parle de démocratie de Sisyphe, ça veut dire l'éternel recommencement. Regarde le contenu de la justice, le débat essentiel c'est est-ce que le président doit rester oui ou non au Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'aurait pas dû être le principal. L'erreur du Sénégal fait comme si le Sénégal est à la quête d'institutions parfaites. Des institutions parfaites n'existent nulle part.
Il n'a jamais été démontré qu'il y a un lien entre des institutions et l'efficacité économique. La France, qui a fait sa révolution, n'a pas été à l'origine de la révolution industrielle. La révolution industrielle a eu lieu pour cadre l'Angleterre, qui a, avec des institutions millénaires archaïques. La révolution technologique a eu lieu au Japon, avec des institutions millénaires et archaïques. Et j'ai l'impression que le Sénégal, c'est un fardeau pour le Sénégal, les rentiers de la tension. Il y a des gens qui vivent de tension. Après chaque élection, ils proposent la création de nouvelles institutions. Par exemple, regarde dans les conclusions de la justice, c'est quoi une haute autorité de la justice? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est une inflation institutionnelle pour caser, à mon avis, les rentiers de la tension. Le Sénégal, comme je le répète, n'a pas un problème institutionnel. Et quand on voit ce qui s'est passé les 3 derniers mois avant la présidentielle, ce pays a des institutions solides. Donc on n'a pas un problème institutionnel, on n'a pas un problème d'État, on n'a pas un problème de liberté. Le seul problème aujourd'hui, et je pense que le président Diomaye Faye et son premier doivent consacrer l'effort sur ça, la seule question aujourd'hui, c'est la question économique. Et il faudrait que le Sénégal, l'exception démocratique, deviennent dans le plus bref de l'exception économique. On a trop d'exploits démocratiques. Ça n'a pas de sens aujourd'hui qu'après les élections au Sénégal, que les États-Unis, la France nous félicitent, oui, la démocratie fonctionne. Le Sénégal doit dépasser ça. On a trop d'exploits démocratiques. Maintenant, il nous faut des exploits Vous n'êtes pas un peu trop dur avec le nouveau régime Non, je ne suis pas dur. Je suis pas dur. Je veux être juste. Ce pays est notre pays. Et je pense que c'est du devoir de tout citoyen. Et je me réjouis de vivre dans une démocratie. Et ce que je suis en train de faire ici n'est pas possible dans beaucoup de pays de la sous-région. J'avais eu la même dureté avec Macky Sall quand il a voulu embarquer l'armée du Sénégal dans la guerre du Yémen. J'étais contre et j'avais pris les médias pour dire... En 2015, j'avais pris les médias pour dire pourquoi j'étais contre, que c'était une guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran par pays interposés et que le Sénégal n'avait pas intérêt à s'y engager. Et c'est ça le devoir d'un intellectuel. Tous les pays qui sont engagés, ils sont embourbés. Et c'est ça le devoir d'un intellectuel. Le devoir d'un intellectuel, c'est de faire son travail de veille et d'attirer l'attention du pays. Les assises de la justice, comme j'ai dit, depuis en début avril, c'était une perte de temps. Et les faits confirment aujourd'hui que c'est une perte de temps. Diriez-vous la même chose de ces audits commandités par le nouveau régime, alors que des rapports publiés récemment par les corps de contrôle ne sont même pas encore exploités Non, je ne dirais pas la même chose. Ça dit, l'audit est un mode normal de gestion. Il ne faudrait pas aussi que nos positions et nos engagements, nos idées soient définies par des stations. Soit qu'on est au pouvoir ou bien qu'on est dans l'opposition. L'audit est un mode normal de gestion. Ce qui n'est pas normal, c'est l'instrumentalisation des audits. Ce que je reproche au nouveau pouvoir, évidemment, depuis qu'ils sont libres de faire de l'inquisition. Depuis 100 jours, ils ne font que de l'inquisition. Mais concomitamment à l'inquisition, ils auraient dû donner des signaux forts sur la création de richesses. L'État a deux mains, la main droite et la main gauche. La main droite est celle qui taxe les entreprises et les particuliers. La main gauche est celle qui redistribue. S'il n'y a pas d'efficacité économique, il n'y a pas d'efficience sociale. Ce que je reproche au nouveau pouvoir, c'est que depuis 100 jours, ils ne sont que dans l'inquisition fiscale, dans chercher à menacer les entreprises, à terroriser ceux qui créent la richesse. Concomitamment à l'inquisition fiscale, l'État du Sénégal, le nouveau régime, aurait dû poser des actes forts sur l'investissement. Ça veut dire on développe un pays avec l'investissement, on développe un pays avec des gens riches, on développe un pays avec l'initiative, on développe un pays avec l'entreprise. Depuis 100 jours, est-ce que tu peux me citer un seul acte concret que le gouvernement a posé dans ce sens? Ils sont dans la traque, c'est normal. Ça, les audits, la traque, tout ça, c'est bien normal. Mais concomitamment à ça, ils doivent poser des actes pour montrer que nous voulons aller vers l'émergence, encourager les gens à investir. Et regarde aujourd'hui, l'exemple que je donne. En 1929, quand il y a la crise des États-Unis, les États-Unis ont élu un nouveau pouvoir. D'ailleurs, ceux qui parlent mieux de la crise, c'est les raisins de la colère de John Steinbeck. Les États-Unis étaient dans un état de désespérance absolue. Ils ont élu quelqu'un qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Il est devenu président. Il a dit aux Américains, the only thing we have to fear is fear itself. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même. Il a redonné confiance à l'Amérique en disant, nous sommes l'Amérique, nous allons nous en sortir. C'est ce qu'on attend d'un pouvoir dans les 100 premiers jours. Les grandes orientations. Mais nous avons à la tête de l'État des gens qui sèment le doute, l'incertitude, la peur. L'économie, c'est la consommation. Et la consommation se fonde sur la confiance. Dans les 100 premiers jours de Kennedy, c'était de dire aux Américains, évidemment, vous êtes blasés, l'Amérique est née sur la côte ouest, aujourd'hui, sur la côte est. Aujourd'hui, nous avons atteint la côte ouest, la Californie. Maintenant, il y a une nouvelle frontière. Le Pacifique n'est pas la frontière de l'Amérique, il y a une nouvelle frontière. La nouvelle frontière, pour lui, c'était la Lune. Il a dit aux Américains, nous devons aller sur la Lune. Il a redonné confiance. Et ce qu'on demande à Diomaye et à Sonko,
Ça veut dire qu'ils ont été plébiscités par les jeunes. Le développement, c'est quoi? C'est mobilisation des énergies individuelles vers un projet collectif. Il y a des millions de jeunes qui les ont plébiscités. On leur demande d'utiliser cette énergie des millions de jeunes-là pour un projet collectif. Le projet collectif, ça peut être l'émergence, ça peut être le développement, ça veut faire rêver les jeunes. Donc, naturellement, ils doivent faire des audits, ils doivent clarifier. Mais l'État du Sénégal ne peut pas faire uniquement à ça, à la traque. Aujourd'hui, ces gens-là, au lieu de semer la confiance, on semet le doute, on semet l'incertitude. Et c'est pourquoi on a toute l'impression que le pays est en mode pause. Évidemment, quand vous terrorisez les entrepreneurs, quand vous terrorisez la presse... Ça peut mener à quoi dans le moyen, le long terme? Non, ça a déjà mené dans la situation dans laquelle nous sommes. L'économie, le pays est en mode pause. Ils ont semé le doute, l'incertitude, la peur. Ça veut dire que l'économie, c'est la confiance. Un bon dirigeant, c'est comme Moïse sur la montagne. Moïse, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils ont erré dans le désert. À un certain moment, ils lui ont dit, nous voulons retourner en Égypte. Parce que Pharaon nous terrorisait, mais au moins nous donnait à manger. Donc Moïse s'est mis sur la montagne, il leur dit, vous voyez là-bas, c'est la terre promise, on va y aller. C'est ce qu'on attend d'un dirigeant. Donc les audits, oui. La réduction des comptes, oui. Mais parallèlement à ça, nous voulons que l'État pose un certain nombre d'actes pour donner confiance aux Sénégalais. Au lieu des divertissements quotidien que nous avons, la question essentielle au Sénégal, c'est la question économique. Et quand on parle de la question économique, c'est la question de l'emploi des jeunes. C'est la question de l'emploi des jeunes. Maintenant, comment on crée des emplois? Il n'appartient pas à l'État de créer des emplois. Ce qui crée l'emploi, c'est le secteur privé, c'est l'économie. Et à mon avis, c'est le principal maillon faible du gouvernement. En 100 jours, vous y mettez ces relations heurtées avec les entreprises de presse, avec les médias. Sur ce plan-là, PASTEF est très cohérent dans sa démarche. Et moi, je fais de la science politique. Et j'aime comparer, je sais que ça ne leur fait pas plaisir, mais la démarche scientifique est comparative. Je compare toujours le projet de PASTEF et le projet nazi. Et c'est quoi le projet nazi? Hitler, le projet nazi en général, oui, mais c'est le même. C'est le même. C'est pas un peu trop recherché, ça? Non, c'est pas recherché, mais la méthode est la même. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand vous lisez Mein Kampf, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais la méthode est la même. Mon combat d'Hitler. Mon combat, Mein Kampf. Et regardez le cheminement. Populisme, chez les nazis, populisme. Coup d'État raté de Munich en 23, prison, élection, pouvoir. Ça ne te rappelle rien. Ici, populisme, insurrection ratée, prison, démocratie, victoire. C'est à partir de ce moment où l'analyse devient intéressante. Et c'était quoi le next step de Hitler? Hitler a dit, je veux supprimer la démocratie. Parce qu'on ne peut pas gouverner avec la démocratie. Pour supprimer la démocratie, il me faut un gouvernement sans presse. Mais ce qu'est en train de faire PASTEF, en s'attaquant à la presse. Et après la presse, Hitler, après avoir détruit la presse, Hitler a terrorisé les magistrats pour imposer un régime totalitaire. PASTEF sait que pour imposer un régime totalitaire, il a besoin de calmer la presse, il a besoin de détruire la presse ou bien de leur faire peur. Faire le vide alors. Faire le vide. Et puis regardez la déclaration. C'est pourquoi je dis les gens doivent faire attention. Les gens de PASTEF sont cohérents dans la démarche. Regardez la déclaration de M. de Magui PASTEF. Ils sont cohérents dans leur démarche. Là où ils en sont actuellement aujourd'hui, c'est la presse qui est le principal rempart. La presse a été le tremplin pour PASTEF pour accéder au pouvoir. Maintenant, la presse devient le dernier rempart pour empêcher PASTEF d'instaurer un régime totalitaire. Donc, cette histoire de, comme je disais chez Maïmouna Ndour Faye, nous, quand on était au pouvoir... PASTEF pourra-t-il gagner ce combat? Non, c'est un combat d'avance, non. C'est la presse, c'est ça qui est paradoxal. La presse qui a été le tremplin de PASTEF pour accéder au pouvoir, la presse va sauver le pays. Parce que dans un pays aussi ouvert que le Sénégal, dans une société ouverte, aussi ouverte que le Sénégal, PASTEF n'a pas réussi son projet. Et c'est quoi le projet? Ça veut dire faire peur à la presse classique pour s'adresser directement aux Sénégalais par les réseaux sociaux. D'ailleurs, le Premier ministre a été très cohérent. Je n'ai pas de compte à rendre à la presse. La presse ne lui demande pas de rendre compte. Et dans une démocratie, la presse n'est qu'un facteur. C'est comme disait le film, ne tirez pas sur le facteur. La presse envoie la facture aux gens qui ont les responsabilités publiques. Maintenant, c'est quoi l'objectif en détruisant la presse classique? C'est les réseaux sociaux. Parce que toi, tu es journaliste, tu as été formé au CESTI, on t'a appris pendant 2 ans, tu as appris ce qu'on appelle vérification et recoupement de l'information, tu as des mécanismes de soupçon, ce n'est pas le cas quand vous adressez directement aux réseaux sociaux. Et ça, c'est la logique de tous les populistes. Quand tu fais de la science politique, quand le Premier ministre dit oui, je m'adresse directement au peuple, c'est quoi le populisme? C'est cette volonté de détruire le système représentatif. Et quand vous êtes dans cette logique-là, de contourner ou détourner le système représentatif, le refus du PM d'aller faire sa DPG devient cohérent. Ça veut dire que tu te dis, je suis contre le système représentatif, c'est moi et le peuple. C'est l'instrumentalisation du peuple contre une partie de l'élite. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Toute personne qui n'est pas avec nous est forcément un corrompu, un voleur. Dans la comparaison que vous faites entre PASTEF
et le projet nazi d'Hitler, vous dites qu'après la presse, Hitler s'est attaqué aux magistrats. Pastef ne va pas s'attaquer aux magistrats sénégalais. Mais ça a commencé. Dans la République de Senghor, on a vu le Premier ministre sur le parvis du Grand Théâtre citer nommément le président du Conseil constitutionnel comme étant corrompu. Mais on a entendu le Premier ministre dire qu'on va balayer les magistrats. On a entendu le ministre de la Justice dire que oui, nous allons mettre de vrais magistrats. C'est-à-dire que leur projet est très cohérent. Et le projet totalitaire, c'est toujours dans le manichéisme. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Pour eux, les bons juges, ce sont les juges qui leur ont donné raison. Les mauvais juges, ce sont les juges qui les ont condamnés. Et c'est pourquoi je Voulez-vous dire que pour Pastef, la seule vérité qui vaille, c'est la vérité de Pastef? Mais c'est pourquoi on parle de régime totalitaire. Et c'est pourquoi on parle de régime totalitaire. Le président Macky Sall a signé un décret le 28 mars, nommant un président de la Cour suprême. Puis ils l'ont enlevé, parce que ce juge, antérieurement, avait pris une décision qui ne leur a pas été favorable. Et je demande aux gens de prêter beaucoup attention au prochain Conseil supérieur de la magistrature. L'idée de base de Pastef, l'idée spontanée, c'était le premier discours du président Diomaye Faye. Nous allons faire des assises pour redorer le blason terni de la justice. Et c'est parce que nous sommes une démocratie. Conseil supérieur de la magistrature qu'il ne voudrait apparemment pas quitter. L'idée originale de Pastef, c'est dans le discours du président Diomaye Faye le 3 avril. Nous allons redorer le blason terni de la magistrature. Et c'est parce que nous sommes une démocratie. Heureusement qu'il y a un tel levé de bouclier, qu'il y a une évolution sémantique en disant des assises pour la modernisation de la justice. Comment un président de la République, malgré la séparation des pouvoirs, peut s'arroger le droit de dire je vais redorer le blason terni de la justice, alors que dans le monde, les gens... Les Sénégalais se sont beaucoup plaints du fonctionnement de la justice aussi. Mais dans tous les pays, dans tous les pays, les gens, ça ne fait pas des règles de la démocratie. Mais regarde ce qui se passe avec Donald Trump. Et pourtant, personne ne parle d'état de droit. Mais Donald Trump parle de justice politique. Il discrédite le justice américaine. Donald Trump parle... Quand c'est nous... Comme je dis, le complexe du petit nègre. Quand chez nous, les gens parlent d'état de droit, mais Trump dit carrément que la justice américaine est instrumentalisée pour l'empêcher de se présenter. François Fillon a tenu le même discours. Ça veut dire que cette défiance de la justice est un phénomène universel. Et c'est toujours consubstantiel. Et c'est toujours Sarkozy aussi, il l'a dit. Il l'a dit dans son livre. Qu'à la limite, la justice en France est puis instrumentalisée par la gauche. La seule différence, c'est que comme nous sommes de petits nègres complexés, quand c'est chez nous, on parle d'état de droit. Alors quand c'est les États-Unis, quand c'est la France, les gens estiment que c'est un truc normal de la démocratie. Donc l'idée de base, c'était ça. Redorer le blason terni de la justice. Et heureusement qu'il y a un levé de bouclier, que nous sommes en démocratie, qu'il y a une évolution sémantique. Comme je dis, la présence, un intellectuel honnête, ses positions ne dépendent pas de sa station. Moi, j'ai toujours dit que le président de la République doit être dans le Conseil supérieur de la magistrature, pour une raison simple. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais et le président de la République est la seule personne élue par le peuple sénégalais, même pour ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et le président de la République, dans son serment constitutionnel, il doit veiller au bon fonctionnement de la justice. Les magistrats, si le président sort du Conseil de la magistrature, les magistrats ils vont rendre compte à qui? Donc, pour moi, c'est nécessaire que le président reste membre du Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai toujours défendu quand j'étais au pouvoir et je défends aujourd'hui la même posture quand je suis dans l'opposition. Dans les 100 premiers jours de Pastef au pouvoir, il y a un nom qui n'apparaît pas, qui s'appelle Casamance. Pourquoi dans les discours des nouveaux pouvoirs publics, cette question n'est pas évoquée? Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on est dans la normalisation. La Casamance a été notre crise nationale la plus grave. La crise nationale la plus grave a été réglée et je le répète, ça ne va pas plaire aux gens, mais parce que l'armée a gagné la guerre. L'armée du Sénégal a gagné la guerre. Et je suis content que ce processus de normalisation se poursuive. Aujourd'hui, le MFDC a apporté une mauvaise réponse à une vraie question. L'État du Sénégal a apporté, pour avoir la paix, a apporté la vraie réponse à la vraie question. Le désenclavement, le pont sur le fleuve Gambie. Et pour moi, si je devais retenir qu'une seule chose des 12 ans de Macky Sall, c'est le pont sur le fleuve Gambie. Parce que plus la Casamance va se rapprocher, plus l'idée d'indépendance va s'éloigner. On a la paix en Casamance, on est dans une situation de normalisation. Au contraire, je pense que les Casamançais doivent être beaucoup plus ambitieux et concurrencer Dakar. Aujourd'hui, la Casamance a des avantages qu'aucune région n'a. Et c'est ça la vérité. La région de Ziguinchor est la seule région du Sénégal à avoir 2 aéroports et un port. La région de Dakar n'a plus d'aéroport. L'aéroport militaire de Yoff.
C'est un aéroport militaire. Mais quand, à Ziguinchor, vous avez l'aéroport du Cap Skirring, et vous avez l'aéroport de Ziguinchor, et puis vous avez aussi un port. La Casamance a suffisamment de potentiel pour détourner notre capitale Dakar, pour être l'avenir du Sénégal. Le Sénégal est né à Saint-Louis, et s'est développé à Dakar, mais son avenir est irréversiblement, c'est la Casamance. Et ça, pour le faire, c'est parce que l'armée a gagné la guerre. C'est parce que l'armée a gagné la guerre que nous sommes dans une situation de normalisation. Les dernières opérations quand on voit, on nous dit souvent, oui, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ça n'a pas de sens. L'Érythrée est devenu un État parce que l'Érythrée a gagné la guerre contre l'Éthiopie. Le Soudan du Sud existe parce qu'ils ont gagné la guerre contre le Soudan du Nord. Si le MFDC avait gagné la guerre, aujourd'hui, il y aurait eu un État qui s'appelle Casamance. Heureusement que j'en profite d'ailleurs pour exprimer toute ma satisfaction et puis toute ma gratitude à tous ces militaires qui ont donné leur vie pour que le Sénégal ne soit pas divisé. Comme disait Mao, le pouvoir est au bout du fusil. L'unité du Sénégal a été au bout du fusil. Ce qui se passe en Casamance, c'est normal. Nous sommes dans un truc de normalisation. La Casamance va devenir comme le Baol, comme le Cayor, comme le Saloum. Mais la seule différence aujourd'hui, c'est la région du Sénégal qui a le plus de potentiel pour détrôner Dakar. Et je pense que les énergies doivent être orientées vers ça et non plus le sentiment anachronique de régionalisme, d'indépendantisme. Les dernières opérations de ratissage là-bas, effectuées par l'armée, sous la direction entre autres du général Kandé, la polémique générale Kandé, limogé de la tête de l'armée de terre, envoyé en Inde à l'ambassade du Sénégal comme attaché de défense. Non, mais cette polémique n'aurait pas dû être. Ça aussi, ça fait partie des maladresses de Pastef, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand tu vois Pastef, ils ont promis un officier qui a été radié de l'armée pour manquement à ses devoirs. Et concomitamment, ils veulent exiler notre général le plus brillant, le plus efficace, alors que les djihadistes sont à 60 km de Kidira. Et pour moi, ce n'est pas un problème de légalité, c'est un problème d'opportunité. Ce n'est pas un problème de droit. Évidemment, le président de la République est le chef suprême des armées, il a le droit de le faire. Mais nous sommes en démocratie, on peut se poser un certain nombre de questions, on peut se poser un nombre de questions légitimes. Et cette question légitime, c'est que comment un régime peut réhabiliter un officier qui a été radié de l'armée pour manquement à ses devoirs et exiler notre général le plus brillant. C'est une question légitime qui se pose. La France voulait-elle envoyer un message avec cette médaille offerte au général Kandé? Hasard de calendrier ou... Non, Babacar, ce que je dis souvent, ça dit que nous donnons trop d'importance à la France dans nos débats. Un ambassadeur de France qui est un ami à moi me disait souvent que le job le plus difficile, c'est être ambassadeur de France dans un pays francophone, ancienne colonie. Quand vous ouvrez la bouche, les gens dénoncent l'ingérence. Quand vous fermez la bouche, les gens dénoncent l'indifférence. Et comme je dis, le souverainisme de Pastef n'est rien d'autre que le refoulement d'un désir de reconnaissance de la France. Et le meilleur exemple, c'est que quand Sonko reçoit Mélenchon, et puis il reproche à Macron de ne pas être ingéré dans les affaires du Sénégal. Comme je dis, leur souverainisme là, c'est comme un refoulement. Chez Freud, on appelle ça le refoulement. C'est le refoulement d'un désir de reconnaissance de la France. C'est pourquoi ils sont passés de France dégage à France 24. Ils sont passés de France dégage à France 24. Mais regarde Branco. Comme tu as dit, j'ai fait Sciences Po Paris. Branco a fait Sciences Po Paris. Et quand Branco arrive à Dakar, Branco n'a plus aucune crédibilité en France. Et puis, ça aussi, c'est un problème de la presse. La presse s'honorerait à demander à Branco la suite que la CPI a donnée à ses plaintes. À Paris, la plainte de Branco... Les plaintes contre Macky Sall et son régime. Non, et puis moi, sur la liste, il a fait une liste de 400 personnes. Il faut que la presse... Moi, je connais la réponse de la CPI. Les gens de la CPI ont dit, nous sommes des gens sérieux, on ne va pas nous divertir. C'est presque la même réponse que le juge français a donnée. Bon, il a fait appel. Mais regarde l'importance que les gens de Pastef donnent à Branco, qui n'a jamais gagné aucun procès. Personne ne le prend au sérieux en France. Mais quand il arrive ici, on reçoit comme un chef d'État. Regarde quand Branco est venu à Dakar, comment on l'a traité. Ça dit que dans nos pays-là, pour moi, le souverainisme, c'est de faire comme l'Inde. L'Inde était une colonie britannique. Quand ils ont eu l'indépendance, ils n'ont pas perdu le temps sur le souverainisme. Ils se sont concentrés sur l'économie. Aujourd'hui, le PNB de l'Inde dépasse celui de la Grande-Bretagne. Et pour moi, le souverainisme aujourd'hui est devenu économique. Pendant trop longtemps, on a parlé du péril chinois. Le péril chinois. Mais aujourd'hui, la Chine... Avec les routes de la soie. Les routes de la soie est devenue la deuxième économie du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde se presse pour recevoir des touristes chinois. Et malheureusement, nous les Africains, on perd beaucoup de temps dans le mur des lamentations. Ça veut dire le souverainisme, le panafricanisme. Est-ce que tu penses qu'un projet aussi important que le panafricanisme peut être porté par Goïta, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya?
Nous sommes tous des panafricanistes. Tchani au Niger. Tchani au Niger. Est-ce que ces gens-là sont légitimes? Ils se réunissent d'ailleurs ce week-end. Le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que le panafricanisme peut être réduit à un panafricanisme de coups d'État? Ces gens-là font des coups d'État et légitiment leur forfaiture par l'idéologie. Et c'est dommage que notre Premier ministre soit fasciné par des gens comme ça. Et ils sont populaires en tout cas. Et c'est ça le quiproquo. La majorité de la population de ces pays-là soutient ces régimes militaires. Non. Il n'y a jamais de manifestation spontanée. On sait comment ça se fait. Les manifestations sont téléguidées. Le souverainisme commence par la souveraineté du peuple. Le souverainisme, c'est ce qui s'est passé au Sénégal le 24 mars. Sortir quelqu'un de prison 10 jours avant et puis l'élire président de la République. Et dans ces pays-là, le peuple n'est pas souverain. La souveraineté du peuple a été confisquée par des baïonnettes. Dans ces pays-là, on ne sait pas quand est-ce que les élections vont avoir. Goïta a suspendu les activités des partis politiques, oui. Oui, et puis malheureusement, c'est ça les modèles de référence. Ce sont ça les références de notre Premier ministre. Et c'est ça la grande mésentente. Ousmane Sonko? Oui, c'est ça la grande mésentente, comme me disait un ami malien. Il me dit, dans nos pays-là, nous les élites et le peuple, on est fascinés par le Sénégal. On veut être comme le Sénégal, mais on ne comprend pas la fascination de votre Premier ministre pour notre régime. Mais au Mali, regarde la question énergétique. La question énergétique. Des délestages énormes. Regarde au Burkina, regarde en Guinée. Ces pays-là, sur le plan énergétique, le Sénégal les a dépassés. Et puis, nous sommes un pays de liberté. Donc, à la limite, comme je dis, le Sénégal doit aider ces pays-là à se hisser à son niveau et non pas faire un nivellement par le bas, comme le veut notre Premier ministre. Yorodia, politologue, ancien ministre chargé de la communication de la présidence de la République du Sénégal. C'était avec Macky Sall. La cohabitation, la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, c'est très heurté. Il y a déjà une autre cohabitation. Il y a déjà une autre cohabitation entre Diomaye Ier, roi d'Angleterre, et son Premier ministre. Et son Premier ministre, cette cohabitation entre le président de la République qui a été confiné au palais et dans les airs, et qui se comporte comme un roi d'Angleterre, il règne mais il ne gouverne pas, et son Premier ministre, dont les 100 premiers jours qu'on peut faire le bilan, ça veut dire que c'est ça. Le Sénégal souffre d'une double peine. Nous avons un Premier ministre à la fois incompétent et encombrant. Et c'est ça la double peine que le Sénégal subit. Incompétent? Incompétent et encombrant. Mais regarde ses excès. Mais l'État, c'est le prestige. Regarde ses excès. Un Premier ministre qui qualifie publiquement le président du Conseil constitutionnel de corrompu, qui menace les journalistes. Qui anime les petites querelles. Qui anime de petites querelles, alors qu'on lui demande de s'intéresser à la grande querelle. La grande querelle, c'était dans les 100 premiers jours d'aller dire à l'Assemblée nationale du Sénégal, moi, Ousmane Sonko, Premier ministre, voilà ma vision, voilà mon orientation. La déclaration politique générale. La déclaration de politique générale. Il est dans son droit de dire que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est caduque sur ce point-là. Oui, c'est vrai aussi. Oui, mais il a le droit de se cacher derrière son petit droit. Et ça, je le comprends. Il se cache derrière son petit droit parce que... Je vais donner un exemple simple. Quand vous arrivez à l'aéroport, à la douane, vous n'avez rien à déclarer. Mais il a le droit de se cacher derrière son petit droit parce qu'il n'a rien à déclarer. Il nous avait parlé d'un projet qui s'est révélé d'un projet Nahembaï, et le projet est en train d'être rédigé par les hauts fonctionnaires de l'État du Sénégal. Cette grande administration qu'il appelle dédaigneusement le système et qui va le sauver. Parce que quand même, moi, je suis tellement fier de notre administration. On a une très grande administration. C'est eux qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir le pétrole et d'avoir un premier baril de pétrole sans aucun couac. Et que le Premier ministre appelle dédaigneusement le système, c'est eux qui vont rédiger le projet. Donc, il n'a rien à déclarer. Le fameux projet dont on nous a toujours parlé depuis 10 ans, c'est retrouvé être un projet Nahembaï. Et ce qui est intéressant, Babacar Fall, pour te montrer l'indigence intellectuelle de ces gens-là, on nous parle du projet depuis 10 ans. Il a fallu 10 ans et 100 jours pour que PASTEF trouve enfin un nouveau projet. Vision 2050. Et quand on voit les documents administratifs, quand même, Senghor doit se remuer dans sa tombe. On écrit à l'administration pour leur dire, oui, faites un certain nombre d'orientations conformément au projet. Les fonctionnaires n'ont jamais vu le projet. Comment l'État du Sénégal peut écrire... Le mot ne devrait pas figurer sur les documents officiels de l'État. Au-delà de ça, tu écris à des directeurs nationaux, à des fonctionnaires, faites de nouvelles en conformité avec le projet. Mais en annexe, il n'y a pas de projet. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu n'as jamais vu le projet? Et puis à la limite, comme ici c'est le pays de Senghor, l'avantage comparatif, l'avantage absolu du Sénégal, c'est la ressource humaine. Mais quand même, au moins donner un nom au projet. Mais ça, c'est des problèmes de com élémentaires. Ils ont mis 10 ans et 100 jours pour enfin nous parler de vision 2050. Et cette vision 2050, lors du communiqué du Conseil des ministres du 24 avril, le Premier ministre a dit que ce sera prêt en septembre. Donc ils ont mis 10 ans et 100 jours pour enfin trouver un nom au projet.
J'espère qu'ils ne mettront pas 10 ans à le rédiger, parce que maintenant ils sont au pouvoir, les fonctionnaires, notre brillante administration, les brillants hauts fonctionnaires qui avaient rédigé le PSE, et puis vont rédiger le projet. Et c'est ça la chance du Sénégal. C'est ça que nous avons, et que le Mali à peu près n'a pas, ni le Burkina. Nous avons la chance d'avoir un État et une administration. Les régimes passent, mais l'État demeure. Les régimes passent, mais l'administration demeure. Et comme j'ai toujours dit, depuis 2021, le projet de M. Ousmane Sonko, c'est la négation du Sénégal. Il voulait détruire l'État du Sénégal de l'extérieur avec son insurrection. Maintenant, il veut détricoter l'administration du Sénégal de l'intérieur. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, c'est quoi l'État? Les deux piliers de l'État, c'est la sécurité et la justice. Regardez les sortes de Sonko. Il montre publiquement au Sénégal. Est-ce vraiment possible de faire ça? Va-t-il réussir ça si mais il ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir. Évidemment, il ne peut pas réussir. Une de ses sorties, c'était de décrédibiliser la justice. Oui, il y a eu quand même, l'État, c'est le secret. L'État, c'est la distance. Un premier ministre ne pas se mettre devant un parvis pour dire le ministre de la Justice m'a appelé. Dans un meeting politique. Rien qu'avec cette sortie-là, il a prouvé que les assises de la justice ne serviront à rien. Parce que tout acte qui sera posé, les gens diront que la justice a écrit sur la dictée de l'exécutif. Et c'est dommage pour la justice. Parce que la justice est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Et sa deuxième sortie, c'était la sécurité. Le ministre de l'Intérieur qui fait une circulaire pour désencombrer, et le Premier ministre va à Koloban devant les gens qui sont à l'aune de l'encombrement et dit que je n'ai pas au courant. C'est quoi? C'est une incitation à l'encombrement, mais c'est aussi une incitation aux gens à ne pas respecter les décisions de l'administration. Le lendemain, quand il a reçu le riverain, il a tenu un autre discours. Et à mon avis, c'est ça le plus grand drame du pays. D'avoir à la tête de notre gouvernement un Premier ministre, et je vais le dire en Wolof, comme disent les Wolofs, Wach Ousmane Sonko, Djarou Dorsodom. Et c'est ça aujourd'hui le principal problème c'est ça le problème de notre pays. Évidemment, notre pays s'en sortira. Donc, le projet est très clair, la négation du Sénégal. Et c'est quoi la négation du Sénégal? C'est détruire ce que le Sénégal a de plus précieux. Lors des émeutes, Pastef a sorti un document. Et dans le document, il est écrit que c'est au Sénégal où il y a eu le premier coup d'État. Et c'est quoi la force du Sénégal dans le monde? Le seul pays africain à n'avoir jamais connu de coup d'État ni de rupture anticonstitutionnelle. Donc, Pastef fait un document et dit que c'est au Sénégal où il y a eu le premier coup d'État en Afrique, en 1962. C'est quoi la source de Pastef? Wikipédia. Donc, tu vois comme Pastef a écrit à la CPI pour dire qu'il y a un génocide au Sénégal. Et tu vois comment il cherche à détruire l'image du Sénégal à l'extérieur. Moi, c'est ce que j'appelle la négation du Sénégal. Les événements de 62 auxquels Pastef fait allusion, ce sont des événements graves aussi, non? Oui, c'est des événements graves. La légitimité de de Mamadou Dia que Senghor lui a arraché et qu'il l'envoie ensuite en prison. Oui, mais c'est l'originalité du Sénégal. Ça s'est réglé dans le cadre des institutions. Mais il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de guerre civile. Mais ce n'est pas un coup d'État. Et quand Pastef fait un document qu'il envoie au monde, les ambassades, en disant que ce qui s'est passé en 62, c'est le premier coup d'État en Afrique, c'est quoi l'objectif? Ça veut dire que ce que le Sénégal a de plus précieux, c'est le statut d'exception. Et ce travail continue quand Pastef s'adresse à la CPI en disant qu'au Sénégal, il y a un génocide. Et c'est ce travail de SAP qui continue aujourd'hui. Quand on voit l'insurrection, et comme j'ai dit, heureusement que l'insurrection n'a pas réussi. Parce que si l'insurrection avait réussi aujourd'hui, on serait dans des présidences de transition, comme tous les pays de la sous-région. Heureusement qu'on a eu des forces de l'ordre qui ont été à la hauteur, qui ont cassé l'insurrection, qui ont mis les meneurs en prison. Et ces gens-là ont retenu la leçon, ils sont revenus dans l'opposition légale. Ici, c'est le pays d'Ablaye Wade. Et les deux poumons de l'exception sénégalaise, c'est Senghor et Ablaye Wade. Senghor, qui ne voulait pas d'un parti unique, à l'époque de Bokassa et d'Idi Amin Dada, et Ablaye Wade, qui décide de ne pas faire une guérilla comme Savimbi et les autres. Et c'est ça l'exception sénégalaise. Quand il disait « je ne marcherai jamais sur des cadavres pour un... » Oui, c'est parce que nous avons eu deux grands hommes comme ça, Ablaye Wade et Senghor, qu'il y a eu l'exception sénégalaise. Et le projet de Pastef, c'est de détruire cette exception sénégalaise. Nous sommes des gens civilisés, nous sommes des gentlemen. Mais regarde l'Assemblée nationale que nous avons eue, quand il y avait Abdourahim Agne et Ousmane Ngom. Quand même, entre Djiboka et Ousmane Ngom, nous avons eu Fara Ndiaye. Boubacar Sall, nous sommes des gens de débat. Mais regarde, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de vulgarité et de barbarie depuis 2021. Ça veut dire, est-ce qu'on reconnaît le Sénégal? Mais heureusement que nous avons un système qui est assez fort. La République a vaincu... Ce que vous dénoncez, c'est aujourd'hui la vérité politique sur le terrain, c'est que c'est la majorité. Ils sont majoritaires, Pastef. Oui, mais les nazis aussi étaient majoritaires. Les fascistes aussi étaient majoritaires. Mais le seul problème, c'est que, et puis, contrairement à
à la République de Weimar dans les années 30, qui était un État faible, l'État du Sénégal est un État fort. Et je suis de ceux qui pensent que l'État va les dompter, et puis l'État ne pourra pas anoblir Sonko, mais l'État va les dompter, et que ce qu'avait fait Hitler en supprimant la démocratie, ils ne pourront pas le faire. Un régime totalitaire est impossible au Sénégal. Ils vont essayer, ils sont en train d'essayer en voulant asphyxier la presse, mais ils ne réussiront pas. Que doit faire la presse? Mais la presse n'a qu'à faire ce qu'elle doit faire. Ça veut dire, comme la presse, malheureusement, a servi de tremplin à ces gens-là, la presse n'a qu'à faire son travail. C'est quoi le travail de la presse? N'a-t-on pas une presse divisée aujourd'hui, et c'est assez nouveau, des lignes éditoriales ou des postures éditoriales aussi marquées de pro, de anti? Non, mais une grande démocratie a toujours une presse plurielle. Quand on dit presse plurielle, mais il y a le primat de la presse. Je trouve que souvent assez dommage que par rapport à certaines choses, ce soit des journalistes qui vont défendre le régime. Je trouve pathétique que souvent, quand il y a des problèmes, ce sont des organes de la société civile qui vont défendre le régime. Ce n'est pas leur rôle. Et il y a une division naturelle du travail. Quand il y a des manifestations... C'est une grosse menace sur les médias, ces postures-là, non? Non, mais la presse, tu sais que c'est comme la main invisible dont parle Adam Smith. Ça veut dire que la démocratie génère naturellement des opposants, des intellectuels critiques et une presse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une presse plurielle, une presse très engagée, une presse d'opinion, et puis naturellement, la main invisible va fonctionner. Mais le combat de Pastef contre la presse est un combat perdu d'avance. Parce que il y a Karl Popper qui avait parlé de la société ouverte et ses ennemis. Le Sénégal est une société tellement ouverte qu'à la limite, c'est un projet fou de penser qu'on peut caporaliser la presse. C'est un projet perdu. Ils vont tenter, mais ils ne réussiront pas. Et c'est parce qu'ils ne réussiront pas que le projet totalitaire va s'en arrêter là. Aujourd'hui, le dernier rempart contre le projet totalitaire, c'est la presse. Quand tout à l'heure vous évoquez la relation Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye au niveau institutionnel, vous parlez de cohabitation, une certaine hégémonie du chef de gouvernement sur le président de la République, comme constaté par beaucoup. Ça va durer comme ça longtemps ou pas? Non, non, ça ne va pas durer éternellement. C'est pourquoi j'aime bien la formule Sonko Moy Diomaye, et moi j'ajoute que Diomaye deviendra Senghor. Et si Diomaye devient Senghor, on va tout droit vers le truc de 62. Et c'est ça qui est intéressant. En 62, tous les pouvoirs étaient entre les mains du président du Conseil, Mamadou Dia, et rien entre les mains de Senghor. Aujourd'hui, tous les pouvoirs dans les textes est entre les mains de Diomaye et rien entre les mains du Premier ministre. Et c'est pourquoi, en avril, j'avais dit il y a 3 schémas possibles. Le premier schéma, c'est le schéma anglais. Diomaye, premier roi d'Angleterre. Il règne, mais il ne gouverne pas. Et c'est ça que nous avons actuellement. Parce que Sonko, lui, il veut le schéma, par ses excès, il veut le schéma iranien. Et c'est quoi le schéma iranien? En Iran, le but suprême est au-dessus du président de la République. Et dans nos institutions, ce n'est pas possible ici. Rien n'est personne ni au-dessus du président de la République. Ça dure parce que Diomaye le veut bien. Le roi d'Angleterre le veut bien. Il le tolère. Mais le jour où il décidera d'y mettre un terme, ce sera fini. Et d'où le troisième schéma, qui est à mon avis beaucoup plus plausible, le schéma gambien. Tu te rappelles de Barrow et de Dabo? Oui. C'était la même chose. Mais les institutions vont naturellement affranchir Diomaye, comme les institutions gambiennes ont naturellement affranchi Adama Barrow. Et comme dit le professeur Serigne Diop, que je salue au passage, qui m'a beaucoup appris, j'ai appris chez Serigne Diop que les fonctions de l'État sont strictement définies et nécessairement assumées. Et donc, on aura le schéma anglais que nous avons actuellement ne va pas durer, parce que Sonko, par ses excès, se comporte comme dans le schéma iranien. Et donc, ce sont les excès de Sonko qui vont pousser naturellement vers le schéma gambien. Et vous semblez dessiner une rupture Diomaye-Sonko. Mais elle est inévitable. Ah oui? Mais elle est inévitable. Elle est inévitable. Mais nous sommes dans le cadre d'une république. Mais regardez ce qui se passe à l'Institut de défense stratégique. Le protocole? Oui, le Premier ministre qui vient appeler le président de la République. Le Premier ministre qui s'efforce chaque jour de rappeler au président de la République qu'il n'est qu'un prénom. Et ça va être ça le problème. Ce sont les excès de Sonko qui vont amener la rupture. Ce sont les excès de Sonko qui vont amener la rupture. C'est-à-dire que nous sommes dans une république et les textes donnent les pouvoirs au président de la République. Et dans nos textes, le Premier ministre n'est qu'un simple collaborateur du président de la République. Parce que regarde aujourd'hui ce qui se dit au niveau de l'opinion. Surnommé Serigne Goundou par Sonko, beaucoup y ont vu une certaine condescendance du Premier ministre sur le président de la République. Oui, pour moi, tu sais, Babacar, la République est une création humaine. Et c'est pourquoi la République survit grâce au rituel. La République survit grâce à la forme. Et donc moi, je peux me permettre de qualifier notre président de la République publiquement de Serigne Goundou. On va s'acheminer tout droit, à mon avis, vers le schéma gambien. Ce sont les institutions qui vont naturellement affranchir mais le jour où cela arriverait, est-ce que Diomaye Faye, il a
assez de levier, des épaules assez larges pour faire face à Ousmane Sonko. Mais moi, je pense que dans leur division du travail, au moins, Diomaye respecte une partie du contrat. Du contrat. Et Diomaye est élégant. Il est élégant. À la limite, son élégance va l'étouffer. Mais c'est l'autre qui pose le problème, c'est l'autre qui est excessif. Et comme dit Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce sont les excès de M. Ousmane Sonko qui rendent aujourd'hui le pouvoir insignifiant. Par exemple, le Premier ministre qui va sur le parvis du Grand Théâtre parler des gendarmes qui ont disparu en disant on ne va pas tolérer que les gens soient tués et jetés dans la mer. Ça veut dire que donc lui, en tant que Premier ministre, il a des informations. S'il connaît celui qui l'a fait et qu'il ne l'arrête pas immédiatement, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut en penser? S'il n'en sait absolument rien, ça veut dire qu'il viole le secret de l'instruction. Comment un Premier ministre peut-il aller dire que le président du Conseil constitutionnel est corrompu? Il le cite nommément. Il le cite nommément. Il dit, oui, le ministre de la Justice, avant de prendre une décision, il m'a... Quand même, l'État, c'est du sacré. L'État, c'est du sacré. Et maintenant, nous assistons à une certaine désacralisation. La seule question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que le cannibalisme ontologique des excès de Sonko ne va pas, je sais pas, ne va pas détruire notre État? Parce que l'État, c'est un mythe. Le régime de Macky Sall a des comptes à rendre. Vous-même, vous évoquez la disparition de Didier Badi et de Fulbert Sambou. Débat encore agité cette semaine avec les propos tenus par l'ancien garde des Sceaux Ismaël Madior Fall chez nos confrères de cette TV. Il dit, Ismaël Madior Fall, que la loi d'amnistie couvre un peu cette affaire-là et l'anéantit avant de dire que c'est un lapsus. Mais on doit la vérité aux Sénégalais sur cette affaire et sur tant d'autres, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais je salue la démarche d'Ismaël Madior Fall. Il montre qu'il est un brillant intellectuel et un grand universitaire. Parce que comme on dit, le mouvement de la pensée est un mouvement d'humilité. Lui, il a eu l'humilité de dire que c'était un lapsus. Est-ce que notre Premier ministre, lui, va avoir l'humilité de dire la même chose? Lui qui a dit au parvis du Grand Théâtre qu'on ne va pas accepter que ces gens-là soient tués et jetés dans la mer. Et depuis lors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui a dit au parvis du Grand Théâtre que oui, l'affaire Mambéignan, le dossier qu'on m'a caché, le dossier est à mon bureau. Je le mets au défi de sortir le rapport. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Que, comme on dit en Wolof, Ousmane Sonko, Djarul Doursedom, il a dit l'affaire Mambéignan, oui, le dossier qu'on m'a caché. En tant que Premier ministre, quand même, si tu n'es pas à Sandaga, tu n'es pas à Ndiobentaï, tu n'es pas à Marjezing, pour citer un marché que tu connais toi de Pékin, dire que oui, le dossier de Koma Caché est à mon bureau, mais il n'a qu'à le sortir. Est-ce qu'il a sorti le dossier? Et c'est ça qui est grave pour l'État du Sénégal. Que la parole de notre Premier ministre, que les gens n'y prêtent plus attention. Et ce qui est plus grave que de dire que le président du Conseil constitutionnel est corrompu, et c'est que le lendemain, rien ne soit passé. Que le Premier ministre n'ait pas été limogé ou que le président du Conseil constitutionnel ne démissionne pas. Et nous ne voulons pas d'une république où la parole du Premier ministre, comme disent les Wolofs, Djarul Doursedom. Et Madior a été un grand intellectuel parce que le mouvement de la pensée est un mouvement d'humilité. Il a eu l'humilité de faire un post Facebook pour dire que c'était un lapsus, qu'il s'est trompé. On s'attend à la même chose de notre Premier ministre qui a fait des déclarations plus graves que la déclaration par inadvertance du professeur Madior Fall. L'ancien régime, les avenirs de Macky Sall et d'Amadouba. Ben Macky Sall a un avenir, il a un présent, il a un avenir. C'est l'envoyé spécial des 4P. C'est l'envoyé spécial des 4P. Et à mon avis, qui est très important. Aminata Touré dit en être très déçu d'être l'envoyé spécial de Macron pour un ancien président. Mais il n'est pas l'envoyé spécial de Macron. Il est envoyé spécial pour les peuples et la planète. Il a la même mission et le même rôle que John Kerry. Comme disent les communistes, pour employer un vocabulaire que Mme Aminata Touré comprend, mais d'où parlez-vous, camarades? Venant d'Aminata Touré, on ne peut pas s'attendre à autre chose que ça. Amadouba. Mais c'est son opinion. Amadouba. Bon, Amadouba, théoriquement, il est le chef de l'opposition et j'estime qu'il va assumer son rôle parce que nous sommes dans une démocratie et comme tout être humain a deux poumons pour respirer normalement, la démocratie aussi a besoin de deux poumons, c'est la majorité et l'opposition. Amadouba, chef de l'opposition, doit assumer son statut de chef de l'opposition pour permettre à notre démocratie de respirer normalement. De l'intérieur, à l'époque, comment vous avez analysé le comportement de Macky Sall à l'égard de ce candidat qu'il avait choisi pour cette présidentielle-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Babacar, tu as dit tout à l'heure que moi je suis énarque, que l'État c'est le secret. Moi je ne peux pas me permettre, comme on dit
On était en politique non, là. Comme on dit, non, oui, mais non. Mélangeons pas non plus les choses. Mais tu sais, pas de mélange de genre. Hein. Abdoulaye Elimane Kane a sorti un livre sur le Parti socialiste. Je vais m'empresser d'aller acheter ce livre et je recommande à tout le monde de lire ce livre parce que l'État que nous avons, c'est l'État que les socialistes ont battu, ont construit. Est-ce que tu as jamais vu un compagnon de Diouf, un compagnon de Senghor faire des déballages? La personne qui était la mieux informée au Sénégal s'appelle Jean Collin. Il est parti dans cette tombe avec les secrets d'État. Quand vous êtes dans un cabinet présidentiel, le président peut vous consulter comme il ne peut pas vous consulter. Il peut faire ce que vous avez proposé comme il ne peut pas le faire. Mais quand la décision prise, ça devient une décision de l'État. Et il est toujours de mauvais aloi de montrer sa différence. Donc ne comptez pas sur moi pour vous révéler des trucs de l'intérieur. Et je n'ai pas la même culture administrative que monsieur le Premier ministre qui a été radié de la fonction publique pour n'avoir pas su tenir sa langue. Et aujourd'hui, quand même, je trouve surréaliste que dans le séminaire gouvernemental, que ce soit le même Premier ministre qui rappelle aux fonctionnaires leur obligation de réserve. Et moi, pour moi, l'obligation de réserve n'est pas un privilège de réserve. C'est une obligation de réserve. Et ça s'impose à tout le monde. Donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Une minute pour parler des législatives en France. Le second tour aujourd'hui dimanche. On attend de voir si le Rassemblement national va obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale française. Ça implique quoi pour le Sénégal, pour l'Afrique, si Marine Le Pen... Non, ce que ça implique, c'est que la France est déjà habituée à la cohabitation. Et je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Les institutions, aucune constitution ne prévoit une cohabitation. La constitution de la Ve République de Gaulle ne prévoit nullement une cohabitation. Parce que De Gaulle a toujours pensé qu'un président de la République, quand il est désavoué, il doit partir. On a eu la cohabitation en 86 parce que Mitterrand a perdu largement les législatives, il a été désavoué et il n'a pas voulu démissionner. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu la cohabitation. Avec Jacques Chirac. Avec Jacques Chirac. Et ça montre la solidité des institutions. Les institutions de la Ve République ont été solides pour avoir fait deux choses. Les institutions de la Ve République se sont adaptées à l'alternance en 81 et ces mêmes institutions se sont adaptées à la cohabitation. Donc les institutions sont assez solides. Chez nous aussi, les institutions sont assez solides pour avoir une cohabitation. Parce que je suis de ceux qui pensent, quand on voit le bilan des 100 jours composé des excès de Sonko et de l'insuffisance du bilan, la seule façon de sauver les mots au Sénégal, c'est quand on ira aux législatives, d'imposer la cohabitation au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, parce que rien ne va changer pour lui. Actuellement, il règne. Le RN, on va quand même... Non, je vais y revenir. Ouais. Actuellement, il règne, mais il ne gouverne pas. Lors des législatives, quand l'opposition aura la majorité à l'Assemblée nationale, il va continuer à régner, mais ne gouvernera plus. Une victoire du RN, les incidences sur le continent africain, sur le Sénégal. Et les Français, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça veut dire que le fait même que les Africains se posent des questions sur la victoire du RN, ça confirme ce que j'ai toujours dit, que nous avons toujours encore ce complexe de petits nègres et que nous donnons trop d'importance à la France. Ce sont des élections françaises. On ne se pose pas la même question quand il y a des élections en Angleterre ou aux États-Unis. La France n'a pas de problème. C'est nous qui avons un problème. Les Indiens ne se posent pas de problème quand il y a des alternances en Grande-Bretagne. Pastef pourra-t-il gagner les prochaines législatives sénégalaises? Mais je le souhaite pas. Comme je disais dans mon premier papier après alternance, le seul risque pour le Sénégal, c'est une perte de temps. Et malheureusement, vu comment c'est parti, on va perdre 5 ans. Le candidat Amadou Ba, pendant la législative, avait dit avec le pétrole et le gaz, l'alternance était prévue pour 2035. Avec le pétrole et le gaz, on peut gagner 5 ans. Ça veut dire 2030. Et malheureusement, je suis de ceux qui pensent qu'on va perdre 5 ans. Et donc, les législatives pourront être l'occasion pour les Sénégalais de... comment on dit ça, d'arrêter les dégâts en imposant la cohabitation à son excellence Diomaye Ier, roi d'Angleterre. Même si ça a été toujours du classique, quand un camp politique gagne une présidentielle, elle gagne aussi les législatives qui suivent. Oui, mais l'habitude, en sciences politiques, on dit que l'habitude n'a aucun fondement naturel. Il y a cela 30 ans, personne ne pensait que le RN serait aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, le RN est aux portes du pouvoir. Et c'est la seule différence entre la religion et la politique. La religion apporte des religions simples et définitives à des questions complexes. La politique est dans le domaine du relativisme. On termine sur cela. Merci Yoroda d'être passé devant le grand jury de RFM, politologue, ancien ministre. Merci à Abdou à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. Merci beaucoup.